Bonjour à toutes et à tous. Encore merci pour votre invitation. Très heureuse d'être parmi vous et donc de vous présenter notre vision. Alors moi, je vais commencer et je vais un peu aller contre ce qui a été dit. Vous allez me dire pourquoi. En fait, c'est ça qui est tout à fait incroyable et surtout quand on est économiste, nous, l'avantage, c'est qu'on est sur le temps long. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est quand on est aussi économiste et qu'on regarde ce qui s'est passé les 100 dernières années, eh bien, on voit que en fait, l'être humain est très prévisible et le fait de reproduire les mêmes erreurs avec les mêmes conséquences économiques. Et donc, pour nous, c'est extraordinaire qu'ils présentent la prospective parce qu'en fait, on a tout dans le passé. Crise Covid, vous l'avez dit, on a eu la peste espagnole, hop, on a les données qui correspondent. Crise géopolitique, bon, on a eu la guerre froide, on vit aujourd'hui c'est incertain, mais c'est quand même incertain depuis de très très nombreuses années, donc on a eu 20 ans de guerre froide, donc on sait modéliser les crises géopolitiques. Alors, crise climatique, je suis assez d'accord, ça c'est quand même à ces niveaux, même s'il faut quand même rappeler, le GIEC produit ses rapports depuis 40 ans. Donc là aussi, c'est pas nouveau, et ce que l'on vit aussi aujourd'hui, eh bien, le GIEC l'avait prédit, en tout cas, on avait parlé il y a aussi 40 ans. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on vit une crise, surtout en Europe, on se dit c'est nouveau et c'est qu'est-ce qui va se passer, alors qu'on fait que reproduire les erreurs, et puis que surtout, c'est très prévisible, parce que souvent on a des analyses qui, dans le passé, nous montrent les conséquences de nos actes, et que si on met telle ou telle politique économique, on aura telle ou telle conséquence. On a parlé du protectionnisme, donc je vais axer plus son exposé là-dessus, parce que comme vous l'avez compris dans ce contexte, c'est quand même le sujet qui nous intéresse. Là aussi, ce protectionnisme, il n'est pas du tout nouveau. Ça fait plus de 20 ans qu'il a commencé, à peu près depuis la fin de la guerre froide, où on a vraiment eu un mouvement très important des pays, pas que les pays riches, l'Europe, les États-Unis, c'est vraiment un mouvement qui a commencé dans les pays en voie de développement, en Russie, en Inde, en Algérie, en Amérique latine, de faire du protectionnisme en essayant de protéger son marché par rapport aux investissements extérieurs. Alors pourquoi faire ça? Parce que c'était des pays qui ont beaucoup profité, entre guillemets, de la mondialisation, qui, avec l'intégration dans les chaînes de valeur, ont pu justement se développer, parce que c'était des pays qui étaient très dépendants du marché extérieur, du dollar, et donc ils se sont dit, si on essaie de défendre certains secteurs, eh bien, on sera peut-être moins averse au risque, moins dépendant de la fluctuation du dollar, parce que beaucoup de ces pays sont endettés en dollars et pas dans leur monnaie locale. Donc, dès que vous avez des variations importantes du dollar, eh bien, ils peuvent avoir des problèmes de change importants. L'exemple qu'on connaît tous, c'est bien sûr l'Argentine étant en défaut de paiement. Donc, c'est vraiment un moment qui est ancien. Par contre, la différence avec ce qu'on a connu ces derniers temps avec Donald Trump, c'est que ce protectionnisme, en fait, il se basait beaucoup sur ce qu'on appelle les normes. Alors, pourquoi je dis ça? Nous avons des spécialistes, notamment sur les questions climatiques, dans cette salle. Et donc, l'idée, c'était de faire du protectionnisme, mais par les normes. Vous avez accès à notre marché si, en effet, vous respectez la CSRD ou les normes environnementales, si vous ne faites plus travailler les enfants, si votre produit ne fait pas 50 pays avant d'être vendu dans votre marché. Donc, c'était vraiment la norme qui était un moyen, un outil utilisé par ces pays pour protéger leur marché. C'est ce qu'on appelle le non tarifaire. Et on a eu vraiment une inflation de ces normes très importante depuis les 20 dernières années pour tous les pays dont j'ai cité. Celui qu'on connaît bien, c'est l'Inde, qui était un des pays où il y a eu plus d'inflation des normes. Donc, un marché de plus en plus protégé. Donc là, ce qui est très nouveau avec Donald Trump, c'est que lui, il a réintroduit le tarif. Ça, c'est vrai que le tarifaire, alors que les normes n'arrêtaient pas d'augmenter, le tarifaire, lui, baissait. Les États avaient de plus en plus d'accords entre eux, et donc il y avait de moins en moins de normes, de tarifs. Et donc l'idée, c'est d'avoir des zones de libre-échange où on ne paie plus rien pour pas utiliser la circulation des marchandises. Et là, c'est vrai qu'il revient et il dit, je vais mettre 20, 30, 140% avec un tableau que tout le monde a vu, voilà, en carton, en numérique. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça avec des pays que nous-mêmes on ne connaissait pas. Je pense que tout le monde a dit, ah oui, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une honte, etc. Comme si on connaissait bien. C'est bien, moi, ça a mis sur le devant de la scène des pays inconnus. Et donc, on s'est dit, attends, c'est le retour du protectionnisme. Pourquoi je fais cette petite introduction? C'est vrai que par rapport à ce que la présidente a très justement dit, aujourd'hui, si le continent européen, sur les Britanniques et les Français, veulent s'en sortir, notamment par rapport à la Chine, ils ne pourront que s'ils font de la prospective à long terme. Quand je dis la prospective, ce n'est pas à 2-3 ans, ce n'est pas à 10-20 ans en disant oui, là c'est un peu la crise, un petit peu de risque, donc mon plan pour mon entreprise, ce sera sur 5 ans au lieu de 3. C'est d'avoir une vision très précise sur les 20 prochaines années. C'est exactement ce qu'a commencé, ce qu'a fait la Chine lorsqu'elle est rentrée à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Toutes ces entreprises
Il y a eu, alors, bien sûr, ça la chinoise, on ne fera pas ça. Toutes les entreprises avaient été regroupées avec un plan à combien? Donc en 2001, 2049. Et l'idée, c'était qu'en 2049, la Chine allait être première avec ses entreprises totalement subventionnées, qui ne respectent pas les règles, etc. On est tout à fait d'accord. Mais tout de même, dans tous les secteurs stratégiques, l'énergie, tout ce qui est écologie, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez à Pékin, à Shanghai, vous voyez la pénétration des voitures électriques, ça n'a rien à voir avec, avec la France ou le Royaume-Uni. Tout ce qui est manufacturier, parce que l'idée, c'était d'augmenter le niveau de gamme pour justement, en cas de guerre commerciale, être moins dépendant des États-Unis et des Européens. C'est assez intéressant quand on connaît la situation. Et puis, en termes géopolitiques, augmenter l'influence géopolitique. Les Britanniques, une influence qui décroît en Amérique du Sud, mais surtout également en Afrique, en Inde, dans tous les anciens pays colonisés. Pareil pour la France avec ses anciennes colonies. Nous, on va prendre le lead. On va devenir le front des pays justement en voie de développement qui veulent s'émanciper de la tutelle européenne et américaine. Et on va le faire pas d'une manière idéologique, mais d'une manière technique, précise, en passant par deux canaux, la monnaie, essayer de s'émanciper de plus en plus de la puissance du dollar, notamment dans les échanges internationaux, et l'influence, les parts du marché. L'Europe en perd énormément, nous, on va les gagner derrière. Et quand on regarde l'influence britannique ou française, hein, regardant l'Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, on voit que dans beaucoup de pays, la Chine et la Russie ont pris le relais par rapport aux influences britanniques ou françaises. Donc c'est vraiment une stratégie, hein, 2001-2049, de long terme. Et nous, malheureusement, ce que je peux déplorer, que ce soit en France, au Royaume-Uni, alors évidemment, ce n'est pas le même régime. On verra les États-Unis qui sont quand même aussi dans cette logique, malgré ce qui se passe. Et là, on n'a pas cette vision. On n'a pas cette vision de long terme. Alors, c'est notre histoire. Hein. On aime se discuter, on prend beaucoup de temps, on est très occupés à spéculer, nous, ensemble. Et donc, c'est sûr qu'on a moins de temps pour se préparer par rapport à la Chine et aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. C'est-à-dire que cette prospective à 20 ans, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un point annexe comme vous allez faire dans l'Assemblée générale. Si vous voulez avoir un business qui fonctionne et si vous voulez savoir sur les 20 prochaines années où sera votre entreprise, vous êtes obligé de prendre ces éléments macroéconomiques. Ce n'est pas secondaire, c'est absolument central. Alors, certains chiffres, et bon, c'est vrai que vous les connaissez, hein, quand on connaît notre économie française, britannique, des relations tout à fait anciennes. La France est le quatrième partenaire commercial de la Grande-Bretagne. Malgré le Brexit, on a quand même eu une reprise de l'économie britannique. Avec cette année, on a une croissance à peu près de 1%. Donc, par exemple, à 0,7 en France, bon, ça reste des taux de croissance très faibles, hein, par rapport à nos partenaires étrangers. Donc, on est dans une situation de reprise. Et ça qui est un petit peu décevant, c'est qu'on s'était dit, avant l'arrivée de Trump, bon, on a eu des périodes difficiles, le Covid, l'inflation. Et donc là, ça va mieux, on va pouvoir reprendre. Et c'est vrai que cette année, l'année prochaine, les prochaines années, on devait être dans une période de rebond. On a vécu l'inflation, les effets du Brexit, on a encore des négatifs. Mais en tout cas, on va dire que le choc a été un petit peu absorbé. Donc, on était quand même dans une période pour les entreprises de résilience et ça devait repartir. Malheureusement, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Donald Trump, je ne vais pas vous mentir, je pense que même ces perspectives de plus de 1% de croissance, une inflation qui va rester très modérée, on est sur cet objectif, on va quand même sûrement avoir une petite hausse, un taux de chômage qui risque aussi de croître parce qu'on a justement moins de croissance, donc ça, on va sûrement l'avoir cette année et l'année prochaine. On a un accord commercial hein, qui a été signé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis hein, sur différents secteurs, la chimie, l'automobile, l'agroalimentaire, pour avoir des droits de douane qui ne sont plus à 25%, mais à 10%. Donc là, en effet, je ne sais pas comment c'est payé aux Britanniques, j'ai un petit peu lu la presse et je crois que c'était considéré quand même comme un succès pour ne pas avoir ces fameux 25%. Mais là aussi, c'est assez intéressant, c'est perçu comme quelque chose de positif et ce sera bien sûrement pour vos entreprises. Mais à mon sens, ça peut être aussi une erreur. C'est-à-dire que ce que cherchent les deux puissances, que ce soit américaines ou chinoises, c'est que l'Europe soit divisée. C'est vraiment ce qu'ils cherchent absolument, parce que si on n'était pas divisé, si on ne faisait pas le Brexit, le populisme, on a tout ce que l'on fait, en fait, on serait la première puissance dans tout. En énergie, euh, en économie, n'en parlons pas, on aurait le plus grand marché au monde. Donc, vos entreprises pourraient faire des plans à 20 ans, il n'y a pas de problème, elles n'auraient pas de problème d'accès au marché. En termes de niveau de gamme, puisqu'on a à peu près tous les niveaux de gamme, on a une vraie puissance industrielle, quand vous regardez le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France, on se complète bien. Une puissance militaire, hein, quand vous regardez les entreprises britanniques et françaises dans le secteur, on est leader. Donc en fait, si on n'était pas divisé, on serait premier partout.
Donc, on n'aurait même pas cette conférence, on serait tranquillement chez nous en disant on domine le monde. Comme on a décidé de ne pas l'être, pour des choix que je ne développerai pas aujourd'hui, et en tout cas, économiquement, on ne l'est pas. Et donc, on est fracturé, ce qui explique pourquoi nos entreprises, notre économie est dans ce temps. Euh, donc ça, c'était vraiment pour l'aspect protectionniste. C'est bien d'avoir eu un premier accord avec Donald Trump, mais à mon sens, ça peut être compliqué parce que l'idée d'avoir compris, bon, c'est tout à fait normal, hein, ils sont plus dans l'Europe, donc c'est tout à fait normal d'essayer de conclure assez bien, hein, d'avoir des droits de vote plus faibles. Donc ça, il faut vraiment s'en réjouir, il faut espérer que l'Europe arrive à cela. Mais il faut vraiment l'utiliser comme un passeport et voir en fait comment ça peut être profitable à l'Europe. C'est très intéressant avec ce que j'ai montré pour le protectionnisme et les données à ce que je dis sur le plan chinois, c'est qu'on assiste à vraiment le concept que j'ai un petit peu développé qui s'appelle la régionalisation de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vision par bloc. La Chine, son bloc, c'est vraiment cette influence en Asie, hein, tous les accords commerciaux qu'elle a fait dans cette région-là, avec bien sûr bon, l'Inde qui essaie de résister, le Japon, la Corée du Sud. Donc, dans son giron, elle a autant des pays comme le Vietnam, le Cambodge, avec des coûts de main-d'œuvre très attractifs, et autant la Corée du Sud, le Japon, avec des pays de niveau de gamme très élevés. Donc, on est vraiment sur cette sphère d'influence. De l'autre côté, on a les États-Unis. Les États-Unis, hein, première puissance en C, militaire, énergétique. Énergétique, c'est très intéressant. Hein. On voit, il y a 20 ans, les États-Unis, donc là, c'est démocratie, vous avez des changements de gouvernement. L'idée concernant la dépendance énergétique, c'était d'être beaucoup moins dépendant des pays comme la Russie et l'Arabie Saoudite. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les 20 dernières années? C'est au lieu de continuer d'importer beaucoup d'énergie de ces deux pays, eh bien, ils ont substitué ces imports avec le Canada et avec le Mexique. Et donc, aujourd'hui, ils sont à peine exposés à 6-7% à la Russie et à l'Arabie Saoudite. Donc, s'il y a des chocs géopolitiques, pour eux, il n'y a absolument aucun problème. Donc, on a vraiment cette régionalisation d'influence sur le continent américain avec l'Amérique du Sud. Et donc, l'idée, c'était que toutes ces chaînes de valeur, toutes ces dépendances, on essaie de les régionaliser et de les ramener au plus proche de son consommateur final. Nous, en Europe, on a fait exactement le choix inverse. Donc, en plus de diviser pour des raisons politiques, etc., en termes énergétiques, surtout l'Allemagne, comme vous savez, on a décidé d'être dépendant à 65% du gaz et du pétrole russe. On ne parle pas de 6-8%, on parle de 65%. Aujourd'hui, on dit bah oui, il y a des difficultés en Europe pour changer votre modèle économique. Quand vous avez un mixte, et donc on va sûrement parler énergétique basé autant sur les énergies fossiles avec une telle part, 60%, c'est pas en 2-3 ans que vous allez changer votre process industriel et que vous allez vous diversifier et changer votre économie. Ça va mettre entre 10 et 15 ans minimum. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas pour ça qu'on sera en crise pendant ce temps-là. Mais vous ne changez pas un modèle économique. Le modèle économique capitaliste se base sur l'accès à l'énergie. C'est vraiment l'élément de la compétitivité le plus important et tout le modèle économique est basé sur l'accès à l'énergie. Donc c'est absolument central. Donc l'Allemagne a fait en effet ce choix. L'Europe n'a pas eu d'Europe de l'énergie. Hein, il y a 20 ans, il y avait des projets pour avoir une Europe de l'énergie. Pourquoi l'Europe du Nord fait des énergies renouvelables? La France fait du nucléaire. L'Allemagne aussi a fait des énergies renouvelables après la crise du climat. Si on faisait une vraie Europe de l'énergie, on pourrait tous s'exporter, s'importer de l'énergie. Comme il y aurait l'aspect volume, on aurait des coûts qui baissent énormément. Et donc, on arrêtera en effet d'importer massivement de la Russie ou d'autres pays, on va dire, moins amis. On n'a pas fait cette Europe de l'énergie. Donc, en effet, on a eu les crises qu'on a connues avec l'Ukraine. Mais là aussi, sur les questions énergétiques, comme c'est quand même un petit peu le sujet sur la croissance durable, ce sera aussi très important à vos entreprises d'avoir cette vision qu'il faut jouer, encore une fois, la carte européenne. Ce n'est pas pour faire à la vache du cerveau et pas être européen, mais parce que l'énergie, c'est vraiment l'arme que les autres puissances utiliseront contre nous. Ils vous diront, vous aurez accès à tel ou tel marché, attention, je ferme le robinet parce que moi j'ai de l'énergie. Donc ce sera une arme colossale. Et l'avantage, c'est que ce soit le Royaume-Uni comme l'Europe, la France, il peut être très compétitif en offrant un mix énergétique de qualité et surtout décarboné. Le problème aujourd'hui, c'est le coût qui est trop élevé. Mais si on avait l'aspect volume, si on était un véritable marché, il pourrait être compétitif. Et là, si on est indépendant de notre énergie et qu'on arrive à l'exporter d'une manière robuste, décarbonée avec un prix compétitif, qu'est-ce qu'on devient? Les rois du monde par rapport à la Chine et aux États-Unis. Peut-être pas quand même, mais en tout cas, on est un petit peu moins dépendant. Pour finir, je finirai sur l'Europe de la défense, qui est pour moi l'élément central, très important. Hein. Bon, je ne vais pas mentir, je n'étais pas favorable au Brexit, comme tous les communistes qui, justement, pensent que la taille du marché, la facturation, c'est catastrophique.
On l'a vu avec Donald Trump, il faut toujours essayer de voir ce qui est positif quand on vit des crises comme ça. Ça a moins permis à l'Europe de s'interroger sur cette Europe de la défense. Et ce qui était aussi assez intéressant, c'est que tout de suite, vous avez eu quand même un partenariat important entre nos deux pays, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, même les Canadiens, les pauvres, qui sont venus également autour de la table. Donc, il y a eu un consensus de dire il faut se réveiller, il faut faire quelque chose dans cette question. Là aussi, et je dis ça, justement, beaucoup d'entreprises françaises et britanniques seront sur ce secteur et vont sûrement investir beaucoup. Là aussi, il faut vraiment tout faire, nous, en tant qu'entrepreneurs, à notre niveau micro qui est fondamental, pour ne pas jouer la division et de se dire, notamment dans ce secteur stratégique, qu'on ne peut privilégier peut-être un partenaire européen par rapport à un partenaire chinois ou américain, et bien peut-être avoir ces nouvelles pratiques de le faire. Les autres le font sans aucun problème, ça paraît même impossible de ne pas le faire. Nous, en Europe, on n'est pas du tout là-dedans, parce qu'en effet, l'Europe, comme je disais, c'est une construction économique et politique. Donc l'idée, c'est nous d'avoir le meilleur coût, etc. C'est pas de se dire, je vais favoriser mon voisin italien ou allemand pour être indépendant de la Chine. Il faut, je pense, malheureusement, les prochaines années, avoir ce réflexe et de se dire comment au niveau micro, dans mon business, c'est bien pour moi parce que ça me permet de me sécuriser. Je ne pense pas que je serai en guerre demain avec l'Italie, l'Allemagne, j'espère. Donc c'est quand même une vraie sécurisation pour moi, pour les chaînes d'approvisionnement. Et deux, en faisant ça, ils sont le fait tous dans mon secteur, ça nous permet d'être moins dépendants des deux grandes puissances quand il y aura des crises et il y aura de nombreuses crises dans l'avenir. Donc c'est vraiment excessivement important. Et dans cette Europe de la défense, il va y avoir des fonds, beaucoup d'entreprises vont travailler ensemble, il va y avoir de véritables partenariats. Donc là aussi, ça va être, à mon sens, quelque chose de très positif. Surtout derrière cette Europe de la défense, cet investissement, il va nous permettre, si c'est possible, et ça va être 10 ans d'investissement, et là, je pense que ça peut être un formidable boom pour les entreprises européennes, de créer des systèmes d'information et de communication indépendants. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que tous ces systèmes d'information sont absolument américains et qu'ils ont une totale monopole là-dedans. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes spécifiquement. L'automobile, qu'est-ce que c'est? Nous, Européens, on dit on se voiture, on est de la thermique, on va faire de l'électrique. Erreur. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est quoi? C'est juste une plateforme. C'est tout. Ce qui compte, c'est votre système d'information, les données, le système qui prend absolument toutes vos données et vous déclinez sur une voiture, sur une tablette, sur un satellite, on s'en fiche. Après, vous déclinez la plateforme. Mais vous avez le système d'information, vous avez toutes les données et donc vous avez, on va dire, l'or que ces puissances aiment avoir. Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas ces données, ces systèmes d'information. Ces systèmes d'information qui avaient été développés bien sûr en Russie et en Chine pour des questions militaires, également aux États-Unis. Donc cette Europe de la défense, ça doit permettre à nous, Britanniques, Français, Allemands, de nous émanciper de ces systèmes d'information qui vont être des armes de guerre redoutables et qui peuvent créer énormément de valeur ajoutée pour vos industries, soit dans l'automobile, soit dans la chimie, soit dans l'informatique, soit dans tous les secteurs manufacturiers. Les systèmes d'information sont absolument critiques et absolument centraux. Donc il faut vraiment faire cette Europe de la défense ensemble, à chacun ce qu'il veut, etc., développer là-dessus, mais pour avoir des systèmes d'information indépendants et que lorsqu'on aura, et vos entreprises malheureusement le sont, sûrement attaquées dans plein de domaines, sur plein de secteurs, et bien on aura un système européen. Et on pourra être fier de dire qu'on n'est pas dépendant ni de la Chine ni des États-Unis, mais qu'on a un système pas franco-britannique, mais européen. Voilà, merci beaucoup. Regardez avec vos invités, vos prestigieux invités, les questions liées non seulement aux défis que cause ce contexte géopolitique et réglementaire, mais aussi aux opportunités. Et donc, nous sommes très contents d'avoir Audrey Roy, vidéo, spécialiste RSE, audit et conseil. Voilà, parfait. Ça fait déjà une bonne page. Louis Chavarro, directeur RSE ESG du Banque Externe. Et Julien Dan, hello, Kingo. C'est un des engagés pour les outils, spécialement partenaire de business. Peut-être une question pour commencer à tous les trois, pour un peu planter le décor. Alors, on utilise le terme de Kingo, même si la question aujourd'hui est en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement cette croissance durable dans vos secteurs respectifs, dans vos domaines d'activité respectifs? Ouais. C'est une bonne transition, je pense aussi, avec les propos qui ont été tenus par Anne-Sophie, parce qu'effectivement, on aime parler de croissance. Certains commencent aussi à parler de décroissance. Je pense que ce qui est
important aujourd'hui, c'est justement cette vision à long terme et à très long terme pour qu'on puisse continuer à parler de croissance. Et c'est là où, effectivement, Anne-Sophie l'a rappelé, on n'est pas habitué en fait, à travailler comme ça aujourd'hui. Et on le voit hein, déjà en matière financière, les entreprises se projettent à 3, 4, éventuellement 5 ans, mais pas au-delà. Et donc, les choix et le pilotage de l'entreprise se fait sur des durées assez courtes. Ce qui fait que finalement, on prend ce risque de passer à côté d'une croissance durable à très long terme ou de la pérennité même de l'entreprise. Et c'est là où on va pouvoir développer ensuite. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est justement cette vision à long terme qu'il faut absolument intégrer dans la façon de piloter nos entreprises en anticipant nos risques à court, moyen et long terme, si on n'est que sur de la matière financière, mais aussi intégrer finalement l'impact que l'entreprise a sur son propre écosystème pour continuer à perdurer avec les acteurs de sa chaîne de valeur. Dans notre cas, transporteur, la croissance verte, c'est une nécessité pour plusieurs raisons. Déjà, les émissions de gaz à effet de serre sont émises à hauteur de 30% en Europe par les transports. Et là-dessus, on a à peu près 95% par la route, avec une répartition 30-70 à peu près entre le transport personnes et le transport de marchandises. Donc, c'est un vrai sujet. Le législateur adore le transport, avec une multitude de textes extrêmement complexes année après année. On va avoir le TS2 en 2026, qui va être un vrai choc en termes de tarifs. On a les obligations de décarbonation. On a les ZFE pour les zones à faible émission, les zones à trafic limité, les zones à livraison apaisée, les zones à livraison pétrolière, et j'en passe. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la Z-bidule. Donc une multiplication extrêmement complexe de textes, avec un enchevêtrement de plus en plus difficile. Aujourd'hui, des taxes régionalisées ont été autorisées. Donc on va en avoir une d'ici 1 mois, 2 mois dans l'Est de la France. Donc il va falloir aussi anticiper tous ces phénomènes-là. Donc le métier du transport, c'est une croissance qui va être maintenue avec une obligation de décarbonation, sans pour autant négliger les facteurs éthiques, les facteurs sociaux, qui sont aussi extrêmement complexes dans un métier sous tension. Donc c'est une nécessité. Alors, nous, dans notre cas, on l'a anticipé, on est sur des trajectoires jusqu'en 2050, vu qu'on est aligné sur SBTI en net zéro compensé 2050. On est aussi sur le 1,5 degré à horizon 2031 dans notre cas. Et comme nous sommes bien aidés par nos différents partenaires financiers, on a déjà atteint quasiment l'objectif de 2032 cette année, à quelques pouillèmes. Donc je pense que l'année prochaine, ça va être bon. Donc il y a c'est un vrai nouveau système de prise en charge, nouveau système de management, et sur lequel l'ensemble de l'écosystème doit venir. Parce qu'en fait, les gros donneurs d'ordre, dont on fait partie, nous sommes 2000 et on a à peu près 6 prestataires, doivent amener avec eux leur écosystème. Donc une croissance verte, elle ne doit pas être individuelle, elle doit amener l'ensemble d'un écosystème, elle devrait même remonter sur les clients, chose qui est encore aujourd'hui le problème, et demain sur chacun d'entre nous. Parce que le transport, c'est ce qui permet d'avoir à manger dans les supermarchés, de vous livrer tous divers produits que vous avez pu commander sur Internet et même dans les boutiques locales. Et donc, nous allons devoir tous agir pour faciliter aussi la croissance verte de demain. Je n'ai un peu l'impression qu'on On entend parler de ça. Bonjour à tous. D'abord, je vais remercier Madame la Présidente de la façon dont elle a anglicisé mon nom, mais Julien Lac, ça va très très vite. Merci. Donc, je travaille au sein de l'ambassade de Grande-Bretagne dans le Department for Business and Trade, qui est la section commerciale de l'ambassade, et je traite particulièrement les questions d'énergie. Donc, mon poste est Head of Clean Growth, mais je suis plutôt sur des côtés Clean Energy. La clean growth ou la croissance propre ou la croissance verte pour la Grande-Bretagne, c'est des engagements qui ont été pris en termes de neutralité carbone avec une volonté de clean superpower, de développer une production d'énergie propre, d'arriver à un niveau zéro carbone en 2050. Ça permet de mettre en place un écosystème d'aide et de support de la part du gouvernement pour les entreprises qui décident d'aller dans ce secteur-là et qui contribuent à la mise en place de ces objectifs.
Donc, on est vraiment dans une volonté globale de favoriser et de supporter les entreprises dans les initiatives liées à la croissance verte. Le modèle britannique est un modèle qui est libéral, mais qui va de plus en plus vers des évolutions réglementaires, moins poussées peut-être au niveau européen, mais avec un certain nombre d'orientations qui permettent justement de rester dans les limites fixées par ces objectifs gouvernementaux. Le support aux entreprises se fait au travers de fonds, de grants, de bonus, qui vont permettre aux entreprises, tout en restant pilotes de leurs investissements, de bénéficier de supports financiers ou fiscaux de la part du gouvernement britannique. Ça a permis à la Grande-Bretagne de devenir un leader dans certains domaines comme l'énergie éolienne, notamment l'éolien en mer. Ça a permis à la Grande-Bretagne de sortir du charbon avec l'arrêt de la dernière centrale de production d'électricité à base de charbon l'année dernière. Et ça permet de visualiser sur une période de 25 à 30 ans des objectifs de neutralité carbone. Merci pour le retard. On voit déjà la diversité d'options. Et peut-être qu'on peut revenir de retrait pour détailler un peu plus le petit teaser que vous avez fait tout à l'heure sur la suite de la table ronde. Quelles sont pour vous, et notamment liées à la CSRD, les opportunités que cette réglementation offre pour les entreprises? Alors forcément, cette réglementation a été quelque peu chahutée ces derniers mois avec une volonté de simplifier, de la rendre plus pragmatique aussi, cette réglementation. Chez BDO, on a essuyé les plâtres avec les premières entreprises de la vague 1 qui ont dû assez rapidement se mettre en conformité avec ces nouvelles réglementations. On a préconisé au travers de nos interventions, notamment au sein de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, les allègements qui étaient attendus de la part à la fois des auditeurs, mais aussi de la part des entreprises, ou en tout cas des clarifications dont on avait besoin. Alors oui, il y a quand même des opportunités, c'est-à-dire que cette réglementation, on l'a beaucoup complexifiée. Les textes ne sont pas simples à appréhender. Mais finalement, quand on le met en pratique plusieurs fois dans différents secteurs d'activité, il y a quand même des opportunités à saisir. Ces opportunités, elles sont à la fois la possibilité finalement parce qu'on se repose les questions de ce qu'est l'entreprise dans son écosystème au travers notamment des attendus, la réglementaire de présenter le modèle d'affaires de l'entreprise et de ses interactions avec sa chaîne de valeur amont et aval, principalement ses fournisseurs et ses clients. Et on repose la question de finalement, moi, en tant qu'entreprise, à quoi je m'expose en termes de risques financiers ou d'opportunités financières, au regard notamment du changement climatique, et comment moi, en tant qu'entreprise, j'impacte mon écosystème négativement par les émissions carbone, positivement aussi, auprès de mes salariés, par les politiques sociales que je peux avoir, etc. Alors, certains dirigeants me disent, oui, ben, je n'ai pas attendu la réglementation pour me poser ce type de questions. Mais on avait quand même des réflexions très centrées sur l'entreprise, un peu moins avec son écosystème, ses parties prenantes. Le fait de rentrer dans cet exercice-là, d'être dans la contrainte, ça oblige à se reposer des questions. Et puis après, ça oblige à prioriser. Et ça, je pense que c'est une opportunité qui est donnée dans la réglementation, de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en tant qu'entreprise et pour mes parties prenantes. Et c'est là où on n'a peut-être pas été très bon, même en tant qu'auditeur ou en tant que conseil, c'est que la masse réglementaire était telle que finalement on est rentré dans il faut se conformer, plus que il faut le rendre pragmatique et utile pour l'entreprise. Donc nous, c'est la démarche qu'on essaie d'avoir pour trouver le juste équilibre entre il faut quand même être conforme à la réglementation, mais il faut que ça serve. Et derrière, l'objectif, une fois qu'on a, je dirais, fait cet exercice une première année, l'objectif, c'est de faire de cette réglementation un outil de pilotage pour l'entreprise. Parce que finalement, ça nous oblige à avoir des indicateurs qu'on doit reporter. Alors, pour l'instant, c'est une fois par an.
moi, comme je le dis à mes clients, si vous le faites qu'une fois par an, ça ne va pas donner grand-chose et vous n'allez pas pouvoir être acteur. Donc finalement, sur les indicateurs qui sont le reflet finalement de l'efficacité des politiques de l'entreprise, essayons de les produire de façon beaucoup plus régulière, comme les états financiers, pour que ça devienne un outil de pilotage et d'aide à la décision pour les dirigeants de l'entreprise. Et là, on utilise la réglementation comme une opportunité, finalement, d'avoir un nouvel outil pour prendre les bonnes décisions et développer cette vision long terme aussi, dont on a besoin et qui était assez peu présente, finalement, dans les états financiers. Et après, c'est comment on conjugue, finalement, les enjeux et les contraintes court terme de l'entreprise. La gestion de la trésor, ça reste le nerf de la guerre. Et la vision long terme pour pérenniser finalement ces activités, voire changer de cap, parce qu'en fait, cette réglementation permet aussi de se poser des questions sur tiens, j'ai telle activité, elle n'est pas si rentable que ça, et en plus, elle m'expose énormément sur le plan réputationnel. J'ai mes équipes qui travaillent d'arrache-pied sur cette activité, mais finalement, le retour est assez faible. Donc, on repose aussi la question de quelle doit être la stratégie de l'entreprise et où est-ce que j'emmène mes équipes à développer à déployer leur énergie pour atteindre un objectif court, moyen et long terme. Je vais voir Et ce pilotage dont parle Loïc, comment vous le ressentez au niveau de l'entreprise? Est-ce que finalement, au-delà de la planification long terme que vous mentionniez tout à l'heure, il y a un impact je sais pas, sur les appels d'offres que vous postulez, sur la relation avec vos investisseurs? Alors oui, nous, dans notre cas, on est en vague 2, donc on est un très bonne avance de notre côté. On a déjà fait une pré-CSRD l'année dernière, on est en train de refaire une CSRD cette année. Alors, on a un peu particulier, parce que nous sommes un transporteur, mais nous sommes sur un fonds de transition énergétique qui est géré par Tikeo Management, Tikeo Capital et Minix Capital Partner, donc avec une logique déjà de décarbonation. En rentrant dans cette logique de décarbonation, on a mis un pied de plus dans le système, on a indexé notre dette senior sur nos résultats RSE au travers d'un SLL, dont avec la majorité d'ailleurs de nos banques et prêteurs, dont certains sont dans la salle. L'intérêt du SLL, c'est que nous sommes sûrs que l'ensemble de la direction est parfaitement au courant et informé des indicateurs. Donc le pilotage, il vient de fait. Aujourd'hui, pour aller plus loin dans la partie finance, on travaille aussi beaucoup sur des levées, par exemple, de CAPEX pour des investissements. Aujourd'hui, l'analyse qui est faite au travers de la CSRD et de la matérialité nous est demandée pour voir si l'investissement prend en compte l'ensemble des analyses de risque, prend en compte une analyse de risque financière et une analyse de risque climat. Dernièrement, on a un investisseur qui nous a demandé une analyse complète de tous nos bâtiments sur l'ensemble au niveau européen pour voir la résilience du chiffre d'affaires en cas de catastrophe naturelle. Donc, sur la France, on s'en sort plutôt bien. On a des bons modules de calcul. Sur certains pays, en Europe de l'Est, calculer une éventuelle inondation, c'est quelque chose d'assez sportif. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une recherche de la part des investisseurs sur la résilience, la capacité à maintenir l'activité. Aujourd'hui, on nous demande même les plans de continuité d'activité, chose qui n'est pas du tout demandée il y a quelques années. Donc, on voit que c'est quand même très utile. D'un point de vue des appels d'offres, l'évaluation extra-financière, alors à son premier niveau, on pourrait appeler EcoVadis par exemple, est une obligation aujourd'hui pour répondre aux appels d'offres sur notre marché. Et c'est vraiment, sans en fait EcoVadis, on n'a même pas accès au dossier d'appel d'offres. Donc on voit bien là un frein à l'entrée. EcoVadis donne une vision à peu près à 360 degrés du fonctionnement de l'entreprise. Alors on peut dire on veut, l'évaluation est biaisée ou pas, mais en tout cas, elle donne déjà une notation. Elle donne une première évaluation, c'est déjà un premier step. Aujourd'hui, les administrations et même certaines grosses entreprises nous demandent les rapports de durabilité afin de nous évaluer lors du dépôt d'appel d'offres. Et on arrive à des pourcentages qui vont dépasser 25%. J'ai même eu un 30% cette semaine. Donc 30% de la notation sur appel d'offres est liée à l'évaluation du reporting extra-financier entre des facteurs environnementaux et des facteurs sociaux. Donc on voit bien cette prise en compte. Alors déjà derrière, on a d'autres textes de loi qui arrivent. On avait déjà le devoir de vigilance, donc les très gros groupes s'inquiètent sur le risque au niveau de leur value chain. Dans ce cas-là, on est dans leur value chain.
Donc, le risque étant immédiat, ils veulent savoir s'ils limitent, décident à mitiger le risque, ce qui est surtout le risque réputationnel, donc c'est le premier niveau. Et en plus, ils ont tous des objectifs de décarbonation. Et donc, s'appuyer sur un transporteur qui est sur une trajectoire de décarbonation, qui est capable d'amener des preuves et de se faire réévaluer. Donc, on a mis en place un audit déjà des bilans carbone par un ETI. On a remis un audit complet de la CSRD. Et aujourd'hui, on fait certifier nos formules de bilan carbone pour l'ensemble de nos clients, selon la nouvelle norme qui arrive, qui est 14083, pour être sûr que nos clients aient une donnée fiable. Donc, on voit bien que la fiabilité est une nécessité, la communication aussi. On nous a mis en anglais discloser. Donc, on disclose. Maintenant, c'est devenu un mot français. On disclose de la data et c'est une nécessité pour réussir à se développer, pour faire la croissance. On peut parler de transparence, peut-être en français? Oui, transparence. Julien, vous avez entendu les témoignages de Greg de Loïc. Est-ce que, en tant que représentant de victimes, vous avez des illustrations en matière de relations avec les entreprises liées à cette application de l'alimentation, potentiellement au secteur de l'énergie? Alors, oui, je vais commencer déjà par la partie appel d'offres et marché public. Il n'y a pas d'équivalent en Grande-Bretagne au CSRD, puisque c'est une réglementation européenne. Par contre, il y a un ensemble de normes et de réglementations que les entreprises sont requises d'appliquer pour pouvoir bénéficier bénéficier de support public selon des critères ESG. Ça peut monter jusqu'à 20% dans le cadre des marchés publics britanniques depuis le Social Value Model qui date de 2021. Donc, parmi ces dispositifs, il y a le Task Force on Climate Financial Disclosure, il y a le Sustainability Disclosure Requirements, qui sont des dispositifs réglementaires qui demandent aux entreprises de prouver quelque part leur vertu verte sur les projets sur lesquels elles souhaitent participer en appel d'offres, la réduction des émissions de carbone, le développement de l'économie circulaire, les problèmes liés à la main-d'œuvre avec le Modern Slavery Act. Et cet ensemble de réglementations qui est un peu une adaptation des anciennes réglementations européennes a eu une étape supplémentaire qui a été franchie en 2023 avec le UK Procurement Act, qui est en application depuis la fin de l'année dernière, qui remplace, lui, l'ensemble des règles issues du droit européen qui étaient en application en Grande-Bretagne avant le Brexit, et qui a pour objectif de simplifier un peu le cadre juridique dans lequel les entreprises doivent évoluer en termes de marché, avec un focus sur la public value, la valeur publique, pas uniquement le prix, pas uniquement le coût, mais également la valeur et tout ce que le projet et les actions des entreprises vont apporter à la communauté en termes de valeur globale. Des procédures un peu plus flexibles, des réglementations un peu plus renforcées pour exclure les sociétés qui ne répondraient pas aux critères ESG. On a toute une série de règles, de règlements qui sont mis en place en Grande-Bretagne pour encadrer les marchés publics. La partie pilotage des entreprises, là, c'est un domaine sur lequel je ne suis pas forcément le plus à même de pouvoir répondre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dispositifs ESG sont des outils pour les entreprises, mais sont aussi des formidables opportunités. Ce sont des opportunités de marché, ce sont des opportunités de visibilité, ce sont des opportunités à la fois en Grande-Bretagne et à l'international. Et il ne faut pas que ce soit vu comme des obligations. Alors, je sais que l'approche britannique étant plus libérale et pragmatique, c'était peut-être moins vu comme des obligations que ça ne peut l'être en France, mais véritablement, la volonté du gouvernement est de supporter toutes les initiatives liées à la croissance verte, principalement dans le domaine de l'énergie. On le voit avec l'éolien, avec les Contracts of Difference, les supports, donc le Clean Industry Bonus, où on va aider les sociétés qui développent une supply chain locale sur des programmes de développement éolien. On le voit avec les initiatives qui sont prises dans le domaine de l'hydrogène, les initiatives qui sont prises dans le domaine de la capture de carbone, entre autres, mais je pense qu'il y a plein d'autres sujets
au niveau britannique qui sont également dans ce cas-là. Donc, véritablement, il faut que les entreprises considèrent que ce sont des aides, que ce sont des opportunités, et pas que ce sont uniquement des contrats. Je vois déjà que Julien a commencé à donner des conseils pour les Britanniques, mais peut-être que justement, ça peut être la dernière question qu'on pourrait poser à tous les trois. Est-ce que vous avez des conseils dans ce cadre de montée de changement à donner aux entreprises françaises et britanniques? Peut-être un ou deux conseils, et trois. Non, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif. C'est-à-dire que quand bien même il y a ces obligations, il faut toujours garder en tête pourquoi je le fais et en quoi ça va m'être utile pour moi dans la gestion de mon entreprise. Ça, je pense que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, un peu sous un autre angle, mais Anne-Sophie l'a abordé, c'est la maîtrise de la donnée, des systèmes d'information. En fait, ça, c'est un véritable enjeu pour les entreprises. C'est-à-dire que là où on pouvait se satisfaire de collecter un petit peu manuellement de l'information une fois par an, si on veut vraiment pouvoir piloter, il faut avoir accès à la donnée de façon quasi instantanée. Et donc là, ça suppose aussi des investissements sur ces sujets-là. Donc c'est important de bien prioriser, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour mettre aussi les moyens au bon endroit, pour être en capacité d'avoir les bons outils de pilotage et prendre les bonnes décisions. Moi, je dirais, lancez-vous dès maintenant sur les reporting extra-financiers. Attaquez la CSRD, n'attendez pas l'application de l'omnibus. Commencez déjà à regarder ce qui a été écrit. Attaquez au moins une double matérialité, vous verrez, c'est extrêmement riche. Vous allez découvrir des choses dans vos propres organisations, des éléments que vous n'aviez pas imaginés en termes d'exposition. D'autant plus que vous avez quasiment tous les données. Une analyse de matérialité, c'est ni plus ni moins qu'un mix entre de la qualité, une analyse de risque qualité, une analyse environnementale, une analyse sécurité. Pour ceux qui ont des bâtiments, une analyse de risque bâtimentaire. Peut-être aussi un peu d'énergie avec une niveau 50 millions pour ceux qui l'ont. Mixez tout ça et vous verrez déjà que vous avez une bonne vision de votre entreprise. Puis prenez votre bâton de pèlerin pour expliquer à votre DAF ce qu'est une exposition à un risque financier pour lui faire mettre une petite notation en face de chacun des risques que vous avez pu identifier. Donc ça, déjà, c'est un grand moment de s'occuper. Vous allez vous apercevoir que tout le monde parle pas de la même langue, mais à la sortie, c'est extrêmement riche. Donc lancez-vous dedans, lancez-vous dans ce projet, même si vous n'êtes pas soumis. Sachez qu'il va déjà falloir au moins 2-3 ans pour avoir de la data fiable. Préparez vos audits, travaillez avec vos auditeurs dès maintenant, sélectionnez-les, attaquez, et à la sortie, je pense que vous aurez un document qui est plus qu'un document. Si vous prenez la CSRD que pour un reporting de data, ça ne sert à rien, en effet, la faites pas. Si vous faites, comme a dit Audrey, une CSRD pour avoir un outil de pilotage, un outil d'analyse à long terme, un outil de diminution des risques, un outil qui vous permet de mieux voir vos investissements, de mieux voir les marchés sur lesquels vous allez aller et comment vous allez vous positionner, pensez commerce pour l'utiliser au maximum avec vos futurs clients et vos clients actuels, et là, vous avez quelque chose qui donne une valeur ajoutée. Allez-y, foncez dans le système, et puis vous verrez, c'est plutôt hyper intéressant à faire. On sue un peu, on prend un peu de boîte de Doliprane, mais c'est franchement génial. Moi, je prendrais une approche un peu plus globale. Ce qui est important dans Clean Growth, Clean et aussi Growth. Et toutes ces initiatives ont pour vocation de créer de la croissance. Croissance pour le pays, croissance pour les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir, comme le disait Sophie, une vision à long terme dans laquelle on a des objectifs de croissance qui sont identifiés, à mettre en place ces stratégies et à bénéficier de toutes les aides que peut apporter le gouvernement, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France, de bénéficier d'un contexte global européen qui va maintenant vers un rapprochement entre les deux pays avec le Reset, mais aussi d'autres initiatives qui sont liées au développement en mer du Nord, l'existence d'interconnexions énergétiques, l'existence de développement commun dans le domaine de la défense. Donc il faut vraiment que toutes ces initiatives soient bien véritablement perçues par les entreprises comme des opportunités
pour aller vers un objectif de croissance. C'est l'objectif du gouvernement britannique, redévelopper la croissance. C'est le message que j'ai à passer aux entreprises. Si vous avez besoin d'un support quelconque, venez nous voir à l'ambassade. Nos équipes, aussi bien au niveau économique que politique, sont là pour vous aider à développer vos relations, pour développer les marchés et pour vous introduire sur des dispositifs réglementaires qui sont parfois très techniques, mais sur lesquels je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre. Merci beaucoup à tous les trois pour la diversité de vos interventions et pour la complémentarité aussi que vous avez pu partager aujourd'hui. On peut les applaudir, peut-être pour les remercier.